Coucou et bienvenue dans la troisième partie de la réalisation de mon manteau. La semaine dernière, je vous avais laissé avec l'assemblage des pièces de dos devant aux pièces de dos et maintenant il est temps de les ganser. D'ailleurs, je me rends compte que maintenant, au montage, je ne vous ai pas montré une seule fois un plan de moi en train de les coudre. Vous ne me voyez que ganser les coutures et les maintenir à l'aide d'un point de bâti. Mais je les ai cousus après, bien évidemment, je ne les ai pas laissés comme ça. Et d'ailleurs, Mystique adorait particulièrement les moments où je gansais les coutures, justement parce qu'elle pouvait essayer d'attraper le fil de bâti. Sauf que le chat, avec les griffes plus le lainage, ça ne fait jamais bon ménage. Alors, j'étais pas si satisfaite que ça de la voir rôder autour du lainage, surtout toute griffe dehors. Mais ça va, elle est quand même restée sage et n'a pas trop mis de coups de griffe. J'ai la décale. Je viens de monter la première manche sur le manteau. J'ai pas filmé, je filmerai à la seconde, je fais en général toujours ça. Justement parce que s'il y a un problème, des modifications à faire et tout ça, ça me permet de les mettre dans le vlog et de vous les expliquer. Et donc, je viens de monter la première manche. Et ça y est, ça commence à ressembler vraiment à un manteau parce qu'il va falloir que je mette la parmenture et que je mette le col. Je peux pas l'essayer tant que je les ai pas mis parce que, étant donné que c'est un manteau avec des manches raglants, je ne peux pas l'essayer comme ça. Et là où je suis pas trop dépaysée, c'est que c'est exactement le même montage au niveau des manches que pour la blouse Chris, donc qui est le vlog juste avant. Enfin, juste avant cette série de vlogs, parce que je pense que celui-ci c'est le deuxième ou le troisième. Le deuxième, plutôt le deuxième. Et donc, je connais la technique, je l'ai déjà faite. Salut. Tu veux dire bonjour à la caméra? Allez, dis bonjour Ise. Regarde. Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. Abonnez-vous. J'aurai plus de croquettes et plus de câlins. Même si moi je préfère la pâtée. Ah, les fils. Du coup, je vous disais, par rapport au montage, je suis pas dépaysée. Par contre, ça change énormément entre la soie, puisque j'avais déjà réalisé cette blouse en soie, le coton que j'ai fait la dernière fois, et là avec le lainage. Ça change énormément. J'avais peur, notamment au niveau des coutures, puisque j'allais coudre 4 épaisseurs de lainage plus la ganse, donc c'est de la ganse de coton, je vais dire une épaisseur par marge de couture, donc 2 épaisseurs de plus, ça fait 6 épaisseurs. Parce que étant donné que le coton était assez fin, je vais pas compter les remplis et tout ça, donc on est à 4-6 épaisseurs, et elle a pas bronché, elle a cousu à la perfection sans aucun problème. J'étais vraiment très 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 contente. J'avais quand même un petit peu peur de devoir reprendre à la main si jamais il y avait un ennui ou quoi que ce soit. Et non, elle a cousu comme une chef. Ce que je n'ai absolument jamais pu faire avec les 2 machines modernes que j'ai eues. Donc je suis vraiment vraiment contente d'avoir ces machines là, et le lainage il est juste fou, il est doux, il est agréable à coudre, enfin c'est génial. Bon, je vais pas en parler plus que ça, je pense que vous voyez que je suis assez satisfaite, assez contente du résultat, de ce que je commence à voir et tout. Alors je vais vous laisser découvrir le reste dans la suite du vlog, et on va monter ensemble la deuxième manche donc sur ce manteau. Et il est maintenant temps de passer à la couture de la seconde manche. Et bien entendu avec Mystique qui, encore une fois, vole la vedette à la couture. Ah, je vous jure, ce chat c'est un véritable phénomène, et c'est comme ça toute la journée, pas uniquement lorsque la caméra tourne. Mais bon, retournons à la couture des manches. J'ai épinglé l'entièreté de ma manche en faisant attention, toujours comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, à ne pas mettre trop d'épingles pour pouvoir réajuster le tissu au fur et à mesure de la couture.
Avant de passer à la couture, et la couture de ces manches est assez simple, parce qu'en définitive, il suffit juste de faire une couture et de faire attention au niveau du petit décroché qu'il y a au niveau du poignet, qui va servir de guide pour rabattre le lainage à l'intérieur de la manche au moment de la couture de la doublure. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai cousu des manches raglan, j'avais peur de les rater. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que des manches froncées ou même des manches tailleur, et encore que la manche tailleur c'est pas si compliqué que ça en réalité. Je l'ai réalisé l'année dernière lorsque j'ai fait ma robe d'intérieur pour la fête des fins d'année justement, et vous avez toujours les vlogs qui sont en ligne si vous voulez aller les voir d'ailleurs. Et en réalité je trouve que de toutes les manches que j'ai réalisées jusque là dans ma couture, la manche raglan est celle qui est la plus simple et franchement j'adore. Et j'ai énormément envie tout au long du mois, enfin pas du mois, tout au long de l'année 2026 de continuer de coudre des patrons avec des manches raglan. Alors si vous en avez quelques-uns en tête, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et pile à la fin de ma couture de manche, je me suis trouvée en panne de fil. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Terminer une couture en même temps que je termine ma bobine, ça m'évite d'avoir à faire des raccords. J'aime pas particulièrement en faire, surtout que du coup, ça fragilise un petit peu, je trouve, la couture. Je préfère avoir une couture d'un seul tenant, donc à chaque fois, je suis hyper satisfaite lorsque la bobine se termine au moment où je termine ma couture. Une fois la couture terminée, il est temps de passer au repassage. Et ma Jeannette était à la fois beaucoup trop grande et en même temps beaucoup trop petite. Je m'explique, parce que c'est assez contradictoire. En réalité, elle était un petit peu trop large et trop petite pour contenir l'entièreté de la manche. Il a donc fallu que je le fasse en plusieurs fois, ce que je n'aime pas particulièrement faire sur des manches, étant donné que ça peut les déformer un tout petit peu, et en plus, étant donné que c'était un lainage, c'était pas non plus très pratique, vu qu'il faut que je plaque à chaque fois, et que j'attende que l'entièreté de la chaleur se soit évaporée pour pouvoir continuer mon repassage. Donc ça n'a pas vraiment été une grande partie de plaisir que de faire ce repassage sur les manches. Et encore, ce petit désagrément du repassage sur la manche, ce n'était rien comparé à ce qui est arrivé par la suite. Parce qu'à partir du moment où j'ai cousu la manche, ça a été de mal en pis. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Et une fois le repassage terminé, je vous le donne dans le mille, j'ai gancé mes coutures parce qu'évidemment j'ai gancé l'entièreté du manteau, y compris les manches et même les poignets des manches, même si au final ça se retrouve à l'intérieur. Pris en sandwich avec la doublure, j'ai préféré quand même le faire, étant donné que mon tissu s'effilochait quand même pas mal. C'était pour moi une solution bien plus efficace que de le laisser s'effilocher et de devoir le reprendre d'ici une ou deux saisons d'hiver parce que justement je me rendrais compte qu'il y a un problème au niveau de la couture. Donc j'ai donc préféré le commencer à le faire maintenant plutôt que d'attendre et de repousser l'échéance. Et je sais que je vous l'avais déjà dit, mais honnêtement, j'aurais jamais dû faire comme ça pour gancer les coutures, j'aurais dû le faire avant, parce que en réalité, ça fait hyper mal aux mains, le fait de devoir tenir une ganse sur 0,5 mm, de devoir la maintenir ensuite en passant l'aiguille et en bâtissant, ça fait extrêmement mal. Mais le plus douloureux, je trouve, ça a été la couture, étant donné qu'il faut tordre un petit peu les marges de couture pour avoir accès au-dessous, et même au-dessus, c'est pas pratique, et franchement, la prochaine fois, je fais tout à la machine. Et une fois ma manche entièrement gancée, il était temps de commencer à la coudre, ou plutôt à l'épingler au corps du manteau. Et c'est vrai que je m'en suis plaint et que je n'aime pas ça. Le thermocollant que j'ai dû mettre au niveau de certaines des coutures du manteau et sensiblement au niveau des manches, je ne comprenais pas trop son utilité jusqu'à ce que je couse les manches justement. Effectivement, le fait qu'elles soient dans le biais et qu'elles aient un arrondi et que du coup le poids du lainage risque de tordre un petit peu justement ce biais et cette emmanchure, il faut quelque chose qui le stabilise.
Et c'est vrai que même s'il arrêtait pas de se décoller et que j'ai dû à certains moments le bâtir pour qu'il arrête de bouger, il a quand même son utilité. Cependant, je pense que la prochaine fois, je prendrai un droit fil qui ne soit pas thermocollant. Je le ferai directement avec une couture à la main. Je ne le ferai pas avec un thermocollant, mais c'est vrai que ça a une utilité impressionnante et il faut pas se passer de cette utilité justement parce que ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple après à la couture pour l'assemblage, mais aussi le manteau il durera beaucoup plus longtemps. Pour le coup, je suis d'accord avec ça. Et je vous dis ça parce que je doutais vraiment de son utilité. J'avais même pensé à ne pas le mettre du tout. Et puis je me suis dit que j'allais faire confiance à la créatrice et le mettre étant donné que c'était mon premier manteau et mon premier manteau en lainage et que je n'avais pas envie de le ruiner juste parce que je n'avais pas écouté certaines explications. J'étais donc contente de ne pas avoir fait ma tête de mule et d'avoir écouté la créatrice. Mais la prochaine fois, on ne m'y reprendra plus, ce ne sera pas du thermocollant. Et étant donné qu'il n'y a pas de motif à mon lainage, j'ai fait extrêmement attention qu'il n'y ait pas de décalage au niveau de ma couture, pour pas que ça se voie et que ça soit disgracieux. Donc, petit contrôle avant de passer au repassage. Et on croit souvent, et je pense à tort, que le plus difficile c'est justement de coudre des tissus avec des motifs. Je ne parle pas des raccords, ça c'est encore autre chose. Mais moi je trouve que là où il faut justement être le plus attentif, c'est sur un tissu qui n'en contient pas, étant donné qu'il est plein, qu'il est d'une seule couleur, c'est là où l'on voit le mieux si il y a un problème avec la couture. On peut encore essayer de cacher avec des motifs, parce que on peut essayer de suivre quelque chose, ça peut être un effet lié au patron ou même au motif, une distorsion des yeux et de leur perception. Là, ce n'est clairement pas le cas, alors il faut faire extrêmement attention. Et que diriez-vous d'une petite pause gourmande avec une recette de chocolat chaud au beurre de cacahuète? C'est une recette que j'aime beaucoup faire tout au long du mois de décembre et même du mois de novembre, et j'avais très envie de vous la partager. Et pour cette recette, vous allez avoir besoin de lait, donc moi c'est du lait noisette parce que je préfère avec un chocolat chaud. Et question volume, je n'ai pas de millilitres à vous donner, moi ce que je fais directement c'est que je calcule environ 2 tiers d'une tasse et je le mets tout simplement dans ma casserole. Je mets pas jusqu'en haut étant donné que je vais rajouter du chocolat, de la cacahuète et tout un tas d'autres ingrédients, donc ça ne sert à rien vu que sinon elle va déborder. Ensuite j'ajoute environ 4 carrés de chocolat par personne, donc là pour 2 tasses j'en ai ajouté 8. Vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins en fonction de votre préférence. Moi je trouve que c'est la dose parfaite personnellement. Et hop, il est temps de mettre tout ça à cuire. Ça va prendre un petit moment, mais pas trop non plus. À vous de voir si vous préférez avoir un chocolat épais ou un pas trop épais, donc un petit peu plus liquide. Et si le beurre de cacahuète apporte une consistance un petit peu plus épaisse au chocolat chaud, c'est surtout le temps de cuisson qui va compter. Plus vous allez le laisser, plus il va épaissir. Et là vous devez vous dire, mais tu as dit que c'était un chocolat à la cacahuète, mais où est la cacahuète? Il n'y en a pas là. Effectivement, je préfère attendre que le chocolat ait commencé à fondre avant d'aller chercher mon beurre de cacahuète. Alors celui-ci, il est maison, c'est moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas acheté, mais vous pouvez aussi très bien l'acheter, c'est excellent également. Avant de l'ajouter directement dans mon lait chaud, vous voyez, il a commencé un peu à buller, il est chaud. Ça va permettre au beurre de cacahuète de se dissoudre un petit peu plus facilement, même si bien sûr il ne va pas entièrement disparaître. Évidemment, il restera quand même des petits morceaux de cacahuète. Et pendant que le chocolat continue de cuire et que le beurre de cacahuète infuse, j'ai décidé cette fois-ci pour vous montrer à la caméra de faire une chantilly maison. Habituellement je n'en mets pas, mais là j'avais très envie de vous proposer cette solution. J'ai donc pris une demi-cuillère à soupe de sucre glace. Il ne sert à rien d'en avoir plus, honnêtement ça suffit largement, avec un petit peu de crème liquide. Alors je n'ai pas calculé exactement, mais je savais que ça ferait pour 2 tasses, ça c'était sûr et certain. À vous de voir si vous êtes de grands gourmands et si vous voulez beaucoup de chantilly ou moins. Il y a quelques années, je dois dire que j'aurais préféré avoir énormément de chantilly, qu'elle déborde de la tasse limite. Maintenant, je suis un petit peu plus pondérée et je préfère qu'il y en ait, mais pas trop. Par contre, avoir une bonne chantilly, faite maison et assez épaisse. Là encore, je vous laisserai décider si vous préférez une chantilly épaisse ou un peu moins épaisse. Ah oui, faites attention de préparer la chantilly à la dernière minute. Si vous préférez avoir un chocolat très épais, laissez-le cuire entre une demi-heure et 1 heure. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus liquide, plus autour d'un quart d'heure. Moi ici, je l'ai laissé un quart d'heure plutôt qu'une demi-heure voire 1 heure parce que déjà je n'avais pas le temps, il fallait que je tourne cette vidéo et que je monte ensuite par la suite les rushs et parce que je n'avais tout simplement pas envie d'avoir un chocolat épais cette fois-ci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis peu de chantilly, une cuillère à soupe et demie était assez suffisante je trouve et la tasse ne débordait pas et heureusement parce que, eh bien, étant donné que je n'ai pas mangé beaucoup de sucre ces derniers mois et étant donné que le chocolat est naturellement sucré et que j'ai rajouté un petit peu de sucre dans la chantilly, eh bien je le sentais énormément. Et comme j'avais rajouté de la chantilly, cette fois-ci je n'avais pas mis de chocolat
chocolat en poudre. Mais si je ne mets pas de chantilly, je rajoute une cuillère à café par tasse de chocolat en poudre. Et personnellement, j'utilise du chocolat noir en poudre sans sucre. Je trouve ça bien meilleur et bien plus gourmand. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous la refaites. Et de retour à la couture, il est temps de donner son aspect final au manteau. Enfin, presque. Étant donné que je ne suis qu'à l'étape de la couture du col, et il restera encore la doublure, les finitions et la parmenture, entre autres. Et c'est à partir de ce moment-là que les ennuis ont commencé avec la couture de ce manteau. Mais je vous en parlerai au fur et à mesure à chaque fois. Disons que pour la couture du col, ça a été relativement simple. Il suffisait tout simplement de marquer les repères, épingler les repères et coudre. C'est la parmenture qui a été bien plus compliquée. Et pour être complètement honnête avec vous, juste après avoir terminé de coudre le col au manteau, il y a peu de choses que j'ai compris du premier coup sur le reste de la couture. J'ai recommencé la parmenture 4 fois pour les assemblages des 3 pièces, parce que c'était assez alambiqué la manière dont c'était fait, je n'ai pas tout compris du premier coup, et même en demandant autour de moi, notamment à ma mère, elle ne comprenait pas non plus. La photo était très peu détaillée, les explications étaient très peu détaillées, c'était un petit peu bizarre comme assemblage, donc il a fallu que je la recommence 4 fois, et au bout d'un moment je me suis même demandé si j'allais réussir et si j'allais pas devoir faire une autre parmenture en réalité. J'ai réussi à le faire, je ne sais trop, pas trop par quel miracle en fait, parce que franchement j'ai vraiment douté pendant très longtemps et je me suis dit que je n'allais pas réussir à mettre la parmenture et j'ai réussi. Donc j'étais assez contente, mais c'est vrai qu'il m'aura donné pas mal de sueur froide à partir de ce moment-là dans la couture. Après, il est vrai que j'imagine que j'étais également assez fatiguée étant donné que je cousais de 8h à 11h30 le soir. Donc forcément, c'était fatigant à ce moment-là et peut-être que j'avais le cerveau qui en avait tout simplement marre. Je ne sais pas, mais en attendant, à partir de ce moment-là, à partir de cette couture-là, une fois que le col a été ajouté sur le manteau, ça a été un véritable enfer pendant très longtemps. En plus, j'étais extrêmement nerveuse et stressée, étant donné que j'avais déjà 15 jours de retard sur le planning que je m'étais imposé, et que je venais de recevoir, bien évidemment, une mauvaise nouvelle. Donc forcément, ça ne m'a pas non plus aidé à rester calme et à voir les choses d'un autre angle. Je suis restée coincée, comme dans des sables mouvants, à ne pas savoir ce que je devais faire, à défaire et à refaire, à paniquer. J'ai eu des moments de panique extrême, parce que je n'arrivais pas tout simplement à traiter toutes les informations. Mais en réalité, avec le recul, maintenant, en voyant le montage et maintenant qu'il est terminé depuis un petit moment, il n'y avait aucune difficulté à faire cette parmenture. Donc, je sais pas, je devais être vraiment très fatiguée et très stressée. Mais revenons à la couture. Une fois que j'ai assemblé le col au manteau, j'ai assemblé la parmenture du col au col du manteau. Oui, c'est assez bizarre comme manière de dire, mais je vois pas d'autre manière de vous expliquer ça. Et après avoir terminé d'assembler le col de la parmenture au col du manteau, j'ai assemblé le côté gauche de la parmenture au côté gauche du manteau et le côté droit de la parmenture au côté droit du manteau. En tout, il aura fallu 3 coutures différentes pour pouvoir assembler la parmenture sur l'entièreté du manteau. Et pour le moment, ça va encore. Il y a une petite difficulté, faire attention que les coutures se chevauchent pour qu'il n'y ait pas de trous qui fassent que ça fragilise la couture et que ça se voit et que la parmenture puisse se découdre, mais également faire attention à ne pas faire un point de trop parce que sinon ça se verra également et ça sera disgracieux. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû reprendre une partie du col tailleur pour le refaire à la main parce que j'avais fait un point de trop. Étant donné que je savais que le col tailleur était très précis et qu'il fallait pas se tromper d'un point en trop ou en moins, j'ai fait extrêmement attention. C'est pour ça que j'ai préféré reprendre la partie où j'avais fait un point en trop à la main directement pour éviter de le refaire. Étant donné qu'à partir d'un moment, on a du mal un petit peu à voir où se positionne le pied presseur et l'aiguille et que donc c'est beaucoup plus simple de le faire à la main au final. J'ai ensuite assemblé le côté gauche et le côté droit de la parmenture au manteau en faisant attention de ne pas me piquer les doigts avec les épingles et ce fut un échec cuisant. Je n'ai pas arrêté de me piquer. C'est pour ça que je vous dis je préfère bâtir maintenant parce que j'en ai marre de me faire piquer constamment par mes épingles. Surtout qu'elles sont toutes petites, elles sont toutes fines et elles font hyper mal lorsqu'on se pique avec. Et hormis ces épingles farceuses qui adoraient me piquer les doigts, la difficulté aura été que le manteau était lourd et qu'au fur et à mesure de la couture, il faut le bouger, le changer de place, éviter qu'il ne tire en tombant un petit peu de la table, et j'étais très mal installée. J'aurais dû me mettre sur la partie la plus longue de la table plutôt que sur la plus courte. Ça m'aurait facilité la vie, ça m'aurait permis d'avoir beaucoup moins mal aux épaules, beaucoup moins mal à la nuque, beaucoup moins mal aux poignets, mais vous pensez que j'y aurais pensé? Absolument pas, moi j'ai continué jusqu'au bout à me
me faire mal. Je m'étais beaucoup trop focalisée sur le fait que j'avais 15 jours de retard, qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que ça aille vite, parce que j'avais encore les plans annexes, parce que j'avais encore le montage à faire, parce que j'avais encore énormément de choses à faire liées à ce manteau, notamment la doublure, les finitions et tout ça, et que j'en ai tout simplement oublié de me faciliter la vie pour pouvoir le faire de manière plus sereine possible. Et là, franchement, il n'y avait pas que mes épaules qui me faisaient mal, il y avait aussi mes yeux. Et j'ai forcé. Même si j'avais dit dans un vlog que je vous avais fait facecam que je ne voulais plus faire ça, là j'étais tellement en retard. J'aurais dû commencer ce manteau 2 mois plus tôt que ce que je l'ai fait, que je n'ai pas eu le choix. Il fallait que j'y aille, parce que sinon, clairement, vous n'auriez pas eu les vlogs pour le mois de décembre, mais plus pour le mois de janvier-février, et ça n'aurait eu absolument aucune corrélation. C'était vraiment un vlog que je voulais absolument faire pour le mois de décembre, et non pas pour le début de l'année 2026. D'ailleurs, je pense pour le coup changer également l'entièreté de mes vlogs pour 2026 et les faire plus sur ce format-là. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps de finir une couture, de tout simplement morceler la couture en plusieurs vlogs à sortir au cours du mois, plutôt que de rusher et de me fatiguer comme je me suis fatiguée là. Parce que clairement, coudre le soir dans le noir avec juste une lumière comme vous voyez là à l'écran, c'est extrêmement fatigant, c'est difficile pour les yeux et je ne veux plus, je ne veux plus, c'est terminé, je n'ai plus envie de faire ça. J'avais mal aux yeux, j'étais pas bien, et là, cette soirée-là, je m'en souviens très bien, puisque je n'ai fait que faire des bêtises, parce que j'étais trop fatiguée, que j'aurais pas dû coudre ce jour-là, et que je l'ai fait quand même. Et je n'ai pas envie de réitérer l'expérience pour le coup en 2026. Et d'ailleurs, je m'étais trompée ce soir-là dans ma couture, donc forcément ça n'a pas aidé non plus, j'ai dû redéfaire le lendemain, et là j'étais tout simplement en train d'attacher la parmenture au corps du manteau pour préformer l'ourlet afin de pouvoir coudre la doublure. Et bien évidemment, étant donné que j'étais fatiguée, j'ai fait n'importe quoi. Et voilà, la couture pour ce vlog est maintenant terminée. Je vous l'avais dit en story, je n'ai pas eu le temps de faire plus cette semaine concernant les vlogs, mais je vous ai quand même tourné des vidéos du village de Noël que l'on met chaque année, comme ça vous pourrez le voir, étant donné que j'aurais dû faire déjà le vlog dernier, mais il était assez long donc je l'ai pas fait. Donc je vous le mets dans ce vlog-ci. Je suis désolée aussi si vous trouvez ce vlog beaucoup moins recherché et beaucoup moins travaillé que les deux autres, mais je n'avais juste pas le temps. J'ai eu énormément de rendez-vous, je ne pouvais pas tout faire, donc forcément, c'est le vlog qui en a un petit peu pâti cette semaine-là, mais vous inquiétez pas, le prochain, vous trouverez mes recettes de Noël, je vous emmène avec moi dans la préparation du réveillon de Noël, la préparation de la bûche et tout un tas d'autres petites choses, et peut-être même que je vous glisserai quelques rushs sur l'ouverture des cadeaux. En tout cas, j'espère que vous ne m'en voulez pas et maintenant je vous raconte un petit peu l'histoire de ce village. Et le thème est définitivement victorien et édouardien. Vous l'aurez deviné, évidemment, c'était obligé avec un sapin qui ressemble un petit peu à la forêt, à une forêt enchantée et en même temps au sapin victorien et édouardien. Donc forcément, le village de Noël devait lui aussi être dans un style édouardien et victorien. Et d'ailleurs, ce sapin est un peu une pièce maîtresse dans ce village. Il s'agit d'un sapin designé par Thomas Kincaid, qui est un artiste que j'apprécie particulièrement pour les détails et l'aspect très victorien et édouardien de ses productions. Ensuite, on va retrouver des petites maisons. Ici, une librairie, parce que à la maison, on aime énormément les livres, donc c'était obligatoire d'en avoir une. J'aime beaucoup me dire que je pourrais rentrer dans cette petite librairie et retrouver certains des livres que j'ai dans ma bibliothèque. On retrouve ensuite La maison de Scrooge, issue du livre de Dickens, Le chant de Noël. C'est un livre que j'adore de par sa morale et son histoire, et que je relis chaque année au mois de décembre. C'est d'ailleurs le seul livre que je relis chaque année. On retrouve ensuite une façade avec quelques maisons et quelques boutiques, et j'adore particulièrement les escaliers. Ça me fait penser un petit peu à un passage secret. On retrouve ensuite un sapin géant parce qu'il n'existe pas de village de Noël sans sapin géant. Et je sais pas pourquoi il n'était pas allumé, je crois que je l'ai oublié. Et qui dit village dit aussi personnage, parce qu'il faut qu'il soit vivant ce village. Il y a donc tout un tas de petits personnages dans un style édouardien et victorien. Et comme il faut bien loger tout le monde parce que tout le monde ne peut pas habiter dans le village, il y a aussi des touristes parfois à Noël, il y a bien évidemment un hôtel. Et évidemment une église, parce qu'on retrouve toujours une église dans les vieux villages. Et une petite boutique de sapins, parce qu'il faut bien que chacun des habitants du village ait son sapin à la maison. Et parce que certains villages arrivent à allier urbanisme et nature, il y a également une petite mare avec tout un tas d'animaux.
Et bien évidemment, dans un village, il faut pouvoir aller acheter les jouets pour les enfants. Oups! Ou plutôt, disons qu'il faut que le Père Noël puisse aller chercher les jouets dans les magasins, quand il n'a pas eu le temps de les fabriquer. Alors, une petite galerie marchande est de mise. Et parfois, lorsqu'il y a beaucoup de touristes, un bed and breakfast est un plus dans un village. Alors bien évidemment, il fallait en mettre un. Et quel village n'a pas son propre pont? Alors évidemment, il en fallait un. Et celui qui le traverse, vous pourrez le reconnaître peut-être. Il s'agit du neveu de Scrooge. On va également retrouver un livreur de bière de Noël, parce qu'évidemment, lorsque l'on fait la fête, il y a toujours un petit peu de vin ou un petit peu de bière, et dans ce village, il en fallait également. Avec modération toujours, même si parfois il est absent. Et que serait un village de Noël victorien sans sa chorale? C'est impossible. Alors bien évidemment, une chorale de 4 personnages pour égayer un petit peu les rues du village. Et une petite scène de vie avec ce petit chien qui peut-être s'est échappé de chez lui, qui s'est endormi sur cette balancelle. Et comme il peut faire très froid à Noël, pourquoi pas un petit feu pour se réchauffer? Et qui dit village dit place du village. Celle-ci encore est tirée du livre de Dickens, Le Chant de Noël. Et ensuite, un petit cottage, légèrement plus récent que le reste des maisons. Il symbolise le temps qui passe et l'architecture qui change au fur et à mesure des années. D'ailleurs, voici ses habitantes, une mère et sa fille qui postent une lettre au Père Noël. Et quel ne serait un village de Noël sans un Père Noël? Évidemment, il en fallait un. Et qu'est-ce que tu fais là, Gollum? Tu t'es un petit peu trompé de village, il me semble. C'est pas celui-là le tien. Toi, c'est dans la bibliothèque que tu dois être. Et comme dans ce village tout est parfait, que la paix règne et que tout le monde vit en harmonie, les animaux aussi. Ils peuvent se permettre de venir en ville sans craindre l'être humain. On retrouve donc énormément de petits animaux. Des lapins, des écureuils, des oiseaux, tout un tas de petits animaux de la forêt qui peuvent venir en ville sans avoir de problème. D'ailleurs, souvent, lorsque j'observe tout au long du mois de décembre ce village, je me dis que c'est vraiment le village parfait, celui où j'aimerais vivre, où tout le monde vit en harmonie et dans le respect de chacun, sans se prendre la tête et sans essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. Pas d'argent, pas de vol, aucun plagiat, personne n'est là pour venir piquer l'idée de quelqu'un d'autre et se l'approprier. C'est un monde absolument utopique, mais dans lequel j'aimerais bien vivre parfois, je me dis. Il serait tellement plus simple de vivre dans un village justement où chacun est en adéquation avec lui-même et n'a pas besoin d'aller piquer les idées des autres pour pouvoir réussir dans sa vie. Ah, que ce serait bien de vivre dans un tel monde. Malheureusement, il n'existe pas. Et il va falloir composer avec le nôtre. Et on ne peut seulement que se raconter quelques petites histoires en regardant de tels villages. En tout cas, j'espère que les petites histoires autour des habitants de ce village vous auront plu. Et j'en ai encore plein d'ailleurs. Je ne les ai pas toutes dites dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je vous en glisserai quelques autres lors du prochain vlog. Et voilà, ce vlog est maintenant terminé et il est bien plus court que les deux autres. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager et le booster si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour terminer la couture du manteau, pour le rendu et également pour la préparation des fêtes de Noël et peut-être un petit peu d'ouverture des cadeaux si vous avez été sage. Le Père Noël me le dira. Allez, trêve de plaisanterie, je vous laisse et je vous souhaite un joyeux Noël, étant donné que ce dernier vlog sortira le dimanche après Noël justement. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt.